Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Une jeune femme, Sarah Marguerite. Sarah, tu es diplômée en socio-anthropologie et en philosophie avec une expertise en politique et en écologie. Tu interviens dans l'accompagnement des transitions tant à l'échelle individuelle que collective. Comment tu peux faire ça? J'ai comment dire, à travers mes études, j'ai été intéressée par les sujets, que ce soit politique, transition, accompagner le changement, si tu veux. Et après, je me suis dit que le meilleur moyen de faire ça et de vraiment impacter, c'est de le faire au niveau local, au niveau des territoires et à l'échelle politique, mais voilà, on va dire en toute humilité. Et du coup, c'est accompagner les territoires, par exemple, à réfléchir aux enjeux futurs, que ce soit écologiques, sociaux, démographiques. Quel sera l'impact du changement climatique? Comment on peut s'y préparer? Euh, Quelle serait la société de demain? Euh, Quelle serait la ville de demain? Enfin, voilà, c'est toutes ces questions que j'accompagne sur les territoires. Et en individuel alors? En individuel, du coup, je fais du coaching pour accompagner les gens plutôt à la reconversion professionnelle vers le sens. Donc voilà, trouver le sens de sa vie, mais le sens de sa vie passe souvent par son métier, parce que c'est une grande partie du temps des individus. Et on a besoin pour ça, de savoir ses valeurs, de se reconnecter à soi, ses valeurs, ses besoins, ses objectifs de vie, pour vraiment trouver le métier qui est en adéquation avec nous-mêmes et pas seulement un métier économique, même si on passe tous par là et on est obligé. Mais voilà, j'accompagne vraiment les personnes à aller dans un autre travail trouver le métier qui est fait pour elles. Alors, dans le prologue de ton livre, tu marques en partant des sciences sociales, j'ai cherché à comprendre l'origine de nos comportements qui me semblaient tiraillés entre la poursuite de vie confortable et ce ressenti étrange d'un décalage vis-à-vis de la société. Oui. Oui, si tu veux, en fait, j'ai toujours senti ça en moi, le fait d'observer une société qui est très économique, très égoïste, très concurrentielle au final, de voir qu'il y a des problèmes, hein, que ce soit de l'injustice, de la pauvreté, des crises climatiques qui s'accélèrent. Et en même temps que je voyais ça, je voyais des discours qui disaient il faut faire des choses, il faut que les politiques mettent en place des choses, il faut que les entreprises se mobilisent, que les citoyens, etc. Mais je trouvais que en fait, ce discours était assez en décalage avec ce qui se passait, puisqu'on savait que le monde tournait pas bien, entre guillemets, mais les solutions et les réponses politiques ou internationales n'allaient pas dans ce sens-là. Et c'est pour ça que je dis qu'il y a un décalage entre même ce qu'on ressent, le malaise de beaucoup d'individus, le mal-être. Voilà, tu as beaucoup de personnes qui sont en dépression, même post-Covid, hein, il n'y a pas que pendant le Covid, ou qui ne trouvent pas le sens de leur vie, ou qui sont dans des travails ou dans des vies un peu par défaut, et qui réfléchissent pas profondément à pourquoi ils en sont arrivés là et pourquoi ils n'arrivent pas à dépasser ça. Et en fait, c'est tout un système qui est immobilisé. Et voilà, ce en quoi il y a un décalage, c'est que j'ai l'impression que beaucoup de gens aspirent à autre chose et qu'on est un peu bloqué. Oui, tu dis que il y a un point critique qui va être atteint autour de l'année 2030. Contrairement à cette vision, tu rejoins le psychanalyste Roland Gori. Selon lui, l'effondrement n'est pas un événement à venir, mais déjà en cours, qui s'accompagne de l'effondrement de nos croyances sur le monde. Et une des croyances qui semble se déliter selon toi est la domination de la raison sur le sens. Développer. Oui, en fait, notre société s'est beaucoup construite autour de la raison, à travers notamment l'accumulation de connaissances, à travers la pensée cartésienne, je doute donc je suis, et on avait besoin de prouver les choses et de les vérifier par la raison, donc par les tests, par l'expérience, et on s'est beaucoup éloigné de notre intuition au fur et à mesure et de ce qu'on ressentait de manière innée en nous. Et c'est en quoi il y a une domination de la raison face au sens
Et de plus, le sens est assez dénigré dans notre société. C'est-à-dire que ceux qui disent, bah, moi je ressens ça, ou j'ai cette intuition, ou j'aimerais faire ce travail parce que je le sens, on leur dit, bah oui, mais niveau monétaire, comment tu vas faire? Niveau professionnel, après ta carrière, comment tu vas faire, etc. Alors qu'en fait, le sens, c'est quelque chose, c'est un moteur en soi qui dépasse la raison, puisque au final, la raison devrait se mettre au service du sens plutôt que l'écraser. Mm. Est-ce que tu as le sentiment pesant que la fin est déjà jouée? Oui, bah dans le sens où enfin tous les voyants sont au rouge en fait en termes de changement climatique, en termes de destruction des écosystèmes, en termes de limites planétaires franchies. On a on en vient aux limites de nos ressources naturelles, mais pourtant on continue à faire comme si on était dans les Trente Glorieuses et comme si ça ne s'épuisait pas et on verra bien quand il y a un effondrement et puis on aura été au moins jusqu'au bout. Non, c'est pas ça. L'idée, ce serait de prendre un tournant maintenant plutôt que d'attendre la fin de notre civilisation et la fin de notre modèle économique et de notre société en tant que telle. Tu dis que le collectif a été divisé. D'abord, il y a les entreprises qui continuent à produire à outrance et à polluer, les élites qui continuent à s'enrichir, à surconsommer et à montrer ostensiblement leurs dernières extravagances. Les petites gens font soit des petits gestes, là je pense au triage des poubelles, qui ne servent pas à grand-chose, soit consomment à l'excès, et les autres ne font rien. Mais les autres, tu dis que c'est aussi nous. Moi, j'ai l'impression qu'on fait quand même chacun notre part. Mhm. Oui, tout à fait. Bah, ce qui est bien, c'est que on fait chacun notre part, mais ce que je dénonce ou ce que je remarque, c'est qu'il y a une culpabilisation en fait des petits citoyens qui font des petits gestes et ils ont tout à fait raison de le faire et je suis la première à en faire, ça, il n'y a pas de souci. Mais s'il n'y a pas de changement global, c'est ça que je veux dire, et ben les petits gestes ne suffiront pas en fait. Et c'est un grand changement dont on a besoin et c'est pas seulement dire il faut trier les poubelles ou il faut moins utiliser la voiture. C'est que les élites arrêtent de faire n'importe quoi et c'est eux, en fait, majoritairement, qui sont responsables du plus de la destruction des écosystèmes. Il y a des rapports qui en parlent. C'est toujours les plus riches qui sont responsables de un tiers de ça. Donc, remettre ça sur les gens, les citoyens et leur dire de faire des petits gestes, c'est très bien et on se sent aligné avec nous-mêmes, mais ça suffit pas. Tu dis qu'on est notre ennemi et la société du sens interdit, société qui se maintient dans son fonctionnement destructeur alors qu'elle détient les solutions pour en changer. Oui, bah c'est un peu ce que je disais en introduction, c'est que on est dans une société qui sait qu'il faudrait faire la transition écologique, qu'il faut arrêter la croissance à tout prix, parce que ça ne marche pas, ça ne contribue pas à l'épanouissement individuel et collectif au final. Ça contribue juste à faire des individus en souffrance et en incertitude complète. Euh, du coup, voilà, c'est le sens interdit aussi dans le cas où on n'a pas le droit de penser, de ressentir par l'intuition et par le sens. Donc il y a ces deux dynamiques en fait. C'est on ne met pas en place les solutions qu'il faudrait, donc on ne met pas en avant ce qu'il faudrait faire, donc ce n'est pas censé. Et de l'autre côté, sens interdit, on n'a pas le droit de penser par notre sens. Donc tu dis que la société n'est plus adaptée car elle repose sur une construction sociale et historique dépassée désormais. La quête du profit éternel est en passe de devenir l'histoire passée du monde d'après. Il faudrait faire un deuil symbolique. Ça serait quoi faire ce deuil du monde d'avant? Bah, faire ce deuil, c'est accepter que notre modèle économique tel qu'il est actuellement est fini, qu'il a marché un temps, mais que ça ne marche plus. Donc, l'abandonner et le corriger. Voilà. Donc, intégrer les limites environnementales et la question de l'épanouissement individuel et collectif. Oui, alors tu parles du déni climatique. Moi, je pense aussi que, si tu veux, on nous colle un tas de lois, de choses, soi-disant pour protéger ce climat.
Et j'ai pas vraiment l'impression que, je parlais par exemple des DPE, etc. J'ai quand même l'impression qu'on nous demande en France de faire tellement de changements que ça changera pas grand-chose parce que finalement, c'est pas la France qui fait le plus d'émissions je sais plus comment on dit là, de CO2 et on nous colle tout un tas de, sous prétexte de climat, on nous met un tas de lois et tout qui empêchent les gens de bouger, qui empêchent les gens de vivre. Alors que pour moi, c'est pas un déni climatique, c'est que je pense quand même qu'on se sert du climat pour nous imposer beaucoup de choses quand même. Oui, il y a ça aussi, c'est la culpabilisation dont je te parlais tout à l'heure, c'est que des citoyens lambda vont avoir des barrières, mais c'est pas ça à proprement parler qu'il faudrait faire. Il faut réformer les choses en profondeur et surtout il faut de la cohérence. Parce que c'est dire aux citoyens il faut pas faire ci, il faut pas faire ça, et voir que à grande échelle les dirigeants et les représentants de grandes entreprises économiques font n'importe quoi, c'est pas un message qui est audible. Oui, tu parles du marchandage. Ce sont des concepts inefficaces comme le développement durable, la croissance verte, la voiture électrique. Qu'est-ce qu'il y avait aussi comme mot? Enfin, je sais plus. Euh, donc c'est sûr que moi j'ai l'impression qu'on s'en sert contre nous quelque part et tu dis que ça peut donner aussi des phases dépressives comme de la peur, de la souffrance, du fatalisme, de l'immobilisme, de l'éco-anxiété et de la solastalgie. Solastalgie. C'est ça. En fait, je parlais du deuil parce que on a 7 phases dans le deuil. On a au début la négociation. Donc négociation, je parlais de ça pour dire on veut pas laisser tomber le système, donc on négocie. Donc ah, le développement ça va pas. Est-ce qu'on mettrait pas un petit peu de vert? On va mettre le développement durable. Pareil pour la croissance verte, etc. Ça, c'est une des phases. Ensuite, il y a eu la colère des générations, des jeunes générations envers leurs aînés, envers l'âge d'or un petit peu des Trente Glorieuses, de ceux qui auraient fait n'importe quoi, mais en même temps, ils étaient dans une insouciance et dans une non-connaissance de ces problèmes au stade où on en est aujourd'hui. Après, il y a eu d'autres phases, outre que le marchandage, la colère, etc. Et enfin, après toutes ces phases, on en vient à l'acceptation, donc accepter d'abandonner ce modèle. Donc l'acceptation collective de l'abandon du fonctionnement sociétal défaillant et du système qui le soutient. Alors comment y parvenir? Grande question. Bah, tout est relaté un petit peu dans le livre. C'est un processus, que ce soit à l'échelle individuelle ou collective. Déjà, à l'échelle individuelle, il faut que les individus connaissent leurs valeurs, soient cohérents avec eux-mêmes, fassent les choix non en fonction bah, justement de ce que je disais tout à l'heure, des choix purement rationnels. Bien sûr, le rationnel est utile, mais pas que ça, et qui suivent leur intuition puisque quand ils suivent leur intuition, ils vont vers le sens, et le sens, souvent, ça recoupe des valeurs solidaires, écologiques, comment dire, de bien-être, etc. Donc, déjà, aller vers le sens intérieur, ça permet de changer la société, puisque ça fait rayonner autour de nous et également d'aller vers le sens à l'échelle collective, c'est-à-dire appliquer des politiques de l'intérêt commun et non pas des intérêts privés. Penser en termes de temps long les activités et l'économie, puisque là on pense en termes de temps court. Et en fait, avec tout ce qui va se passer à l'avenir en termes de changement climatique, etc., il faut anticiper tout ça. Donc il faut penser euh, les enjeux présents, bien sûr. Il faut penser les erreurs qu'on a fait dans le passé et anticiper les enjeux futurs. Oui, alors qu'est-ce que tu dis? Il y a certains qui diront qu'il n'est pas possible de changer, que les gens ont besoin d'un effondrement pour s'activer, il faut que le ciel leur tombe sur la tête.
C'est ça. Bah, c'est un peu ce qui s'est passé avec le Covid. C'est ce que je développe à la suite du livre et que bah, les lecteurs pourront découvrir. Mais dans les grandes lignes, c'est que le Covid a quand même été un révélateur pour beaucoup d'éléments qui n'allaient pas dans leur vie et dans ce monde. On a vu qu'à travers la mondialisation, bah, on était très vulnérables, que l'interdépendance des flux, etc., bah, ça nous pénalisait dès qu'il y avait une catastrophe au niveau mondial. Et grâce au Covid, il y a des gens qui ont changé de vie, il y a des gens qui ont changé de métier, qui se sont dit, mais en fait, je ne peux pas rester sans être connecté à la nature, je ne peux pas rester dans un métier qui me plaît pas. Qu'est-ce que je veux réellement? Et aussi, on a pensé à la société de demain. Je ne sais pas si vous en souvenez, mais pendant le Covid, il y a eu beaucoup de mouvements sur, bah, on imagine qu'est-ce que serait la société de demain, le monde de demain. Et en fait, le Covid nous a permis ça, de faire un petit peu ce travail de réflexion sur notre société. Qu'est-ce qui va pas? On le regarde en face et on imagine autre chose. Et depuis la fin du Covid, bah, tout ça est retombé à plat avec le contexte géopolitique, la vie qui est accélérée, le fait que les individus n'ont pas le temps de réfléchir à ces choses-là puisqu'ils sont pris dans leur vie quotidienne. Et du coup, ce que je disais, c'est que le Covid, bien sûr, toute mesure gardée par rapport euh, à ce qui s'est passé, aux maladies, etc., aux morts qui étaient dramatiques. Mais sinon, en termes sociologiques, le Covid a été révélateur pour notre société. Pas Voilà que ce que pour- je disais. mais pas que pour la nôtre. Tout à fait. Alors que, parle-nous du jour d'après qui a été lancé par des parlementaires sur les réseaux sociaux. Ah bah, c'est ça, c'était l'idée que les citoyens viennent parler de qu'est-ce que serait le jour d'après selon eux, qu'est-ce que serait la société de demain, post-Covid. Alors, la crise nous a permis de voir que l'État est capable de prendre des mesures exceptionnelles et inédites dans un tel contexte. On s'est retrouvé enfermé, masqué, piqué, mais également que l'on pourrait rapidement basculer dans un État totalitaire, dans un contexte d'urgence. C'est vrai que l'État, il est capable de prendre des mesures exceptionnelles, mais pas toujours dans le bon sens. Oui, bah après, je pense qu'il nous faut un État protecteur, un État fort, mais en termes de solidarité, de soutien, de relance, comment dire, du pouvoir d'achat, bah, comme ce qui est fait en Espagne avec une croissance qui est très importante comparée aux autres pays qui pensent plutôt en termes d'austérité. Et eux, pourtant, investissent simplement dans la justice sociale et dans les citoyens. Donc, c'est ça ce que je veux dire. Et aussi que il faut faire attention. Donc, c'est juste un point de vigilance. C'est vrai que parfois, on peut tomber dans des régimes dictatoriaux, enfin, l'histoire nous l'enseigne, sous couvert d'urgence. Donc, ce que je dis, c'est que en anticipant aujourd'hui et en ayant un débat collectif, citoyen et démocratique, aujourd'hui, on évitera de prendre des mesures drastiques face à un contexte d'urgence parce qu'on n'aurait pas anticipé les choses. Oui, tu dis aussi que toutes les actions pendant le Covid ont montré que les transitions pouvaient avoir lieu bien plus vite qu'on ne le pensait. Donc ça Tout à pourrait fait, s'appliquer aussi s'ils en avaient besoin. tout à fait. Donc le monde d'après s'est estompé face au retour en accéléré du monde d'avant. Ça c'est clair, il n'y a rien qu'à changer sous le soleil. Euh, de l'espoir s'en sont suivis de multiples phases de rechute. L'examen de notre réalité permis par la crise a subitement cessé en dépit de l'urgence à agir. Le modèle qui nous emmène vers notre propre fin demeure le référentiel de notre société. Nous sommes revenus et tenus à cette réalité déconnectée qui tente en tout point de se faire accepter comme la seule et l'unique possibilité. Ils sont sans arrêt en train de nous sereiner que de toute façon, en 2030, il y aura des problèmes. Alors, dans la première partie, ça s'appelle le sens interdit, le chapitre 1, une société déconnectée, donc le refoulement du sens. Est-ce qu'il y a un sens à tout ça finalement? Euh, Vaste question. Qu'est-ce que tu veux dire par là?
Ça, c'est tu parles à cet égard. Sébastien Bauer, journaliste et rédacteur en chef de la revue Cerveau et Psycho, propose une analyse éclairante dans son ouvrage Où est le sens? Mais Mhm. bon, est-ce qu'il y a un sens? Enfin, est-ce qu'on a un sens? Alors déjà, nous, on a un sens inné en nous, qui est une connexion naturelle qui se trouve dans le cerveau, dans le cortex singulaire antérieur. Donc ça, c'est vraiment naturel et on peut pas le remettre en cause. Le sens, c'est ce qui nous permet d'identifier ce qui manque de cohérence, ce qui est en décalage, en fait. Et il se trouve, du coup, dans notre cerveau et donc dans notre inconscient. Mais au quotidien, comme je le disais tout à l'heure, c'est plutôt la rationalité qui domine et le sens peine à se faire entendre. C'est pour ça que les individus, par un retour à eux-mêmes, par une écoute active et par une identification de leurs valeurs, de ce qui les font vibrer, arrivent à se reconnecter à ce sens qui est naturel. Et ce sens naturel nous rattache à la nature et à notre environnement. Et en ayant refoulé ce sens à cause de la société, de la rationalité, de la connaissance, la société industrielle, eh ben, on a délaissé une partie de notre humanité et on s'est coupé de la nature et de nous-mêmes. Et c'est une des raisons pour lesquelles aujourd'hui, bah, la société est en déclin, parce qu'en fait, on n'est pas en accord avec nous-mêmes. Oui, si on s'en était juste coupé, mais on a cherché à la maîtriser surtout. C'est ça, tout à fait. C'est ça le pire. La nouvelle approche du monde a permis de diminuer notre part d'incertitude grâce aux calculs et aux prédictions réalisées, que ce soit la météo, les projections économiques, les horaires de transport, mais paradoxalement, cela a donné lieu à une explosion de l'incertitude dans notre être, car nous nous sommes éloignés de notre intuition et de nos sensations. Tu parles de Jung qui va plus loin lorsqu'il explique qu'en dominant la nature, nous nous sommes condamnés au malheur parce que nous nous sommes coupés de nous-mêmes. Tu dis que nos vies et nos interactions se résument à de simples calculs. Nous avons des algorithmes pour trouver l'amour. Nous raisonnons en termes d'opportunités et de coûts avant de prendre des décisions. On parle d'investir dans des relations en reprenant le champ lexical. On est dans un monde mathématique. C'est ça, parce il est calqué sur la science économique. Et ça, je le développe dans une première partie, parce que c'est important de le comprendre et de le savoir que c'est théorisé par des économistes qui le démontent et qui le critiquent eux-mêmes, que vraiment la science économique, donc c'est des lois mathématiques d'un modèle du marché, etc., ont été appliquées à notre société. Notre société qui a quand même des comportements humains, qui a des émotions, etc. Et tout ça est un peu mis sous le tapis pour juste dire, bah, mathématiquement, il y a cette loi économique qui fonctionne et on écrase en fait les individualités, les émotions, les contextes particuliers. Et les exemples que je donne dans le livre sont assez connus avec le scandale des crèches privées ou des EHPAD Orpea, où les gens sont traités vraiment comme des nombres en quête de rentabilité. C'est-à-dire tu es une personne, tu représentes tant de repas, il faut que je diminue les repas. Ça, c'est un exemple. Mais en fait, je le vois couramment autour de moi, les gens se plaignent parce qu'ils ont l'impression qu'on fait toujours primer les chiffres au détriment de l'humain et du qualitatif. Et ça, c'est assez probant dans la vie de tous. Oui, aussi faire passer les choix économiques pour des vérités scientifiques qui s'imposeraient à nous comme des lois de la physique ou de la biologie, alors même qu'il s'agit de conventions sociales réversibles à tout moment pour peu qu'on le décide collectivement. C'est vrai qu'on nous parle beaucoup de vérités scientifiques. Mhm. Je sais pas, mais enfin, en ce qui concerne les vaccins, la vérité scientifique du vaccin, on peut se poser la question et finalement, on est tous derrière, quoi. Enfin, on peut pas faire autrement en plus, hein. C'est-à-dire qu'on nous impose des choses, on nous empêche de réfléchir. Ou si on Bah, réfléchit, on nous traite de complotistes. oui, depuis le Covid, il y a eu ce mouvement où dès qu'on émet un autre jugement que le jugement principal, on est traité de complotiste. Ça, c'est sûr.
Mais pour ce qui est de toute façon de la société telle qu'elle est, il y a des gens très sérieux qui en parlent et qui critiquent ça. Là, je cite Thomas Piketty, Éloi Laurent, qui sont des économistes reconnus. C'est juste qu'il y a très peu de personnes qui osent en parler parce que c'est pas le modèle dominant et ces personnes sont dénigrées ou attaquées dans les médias. Mm. Tu dis que le non-sens est imposé, hein. Oui. Mais qu'est-ce qui nous rend inactifs? Pourquoi on bouge pas? Pourquoi on bouge pas? Parce que, comme je disais tout à l'heure, l'individu qui est dans sa vie quotidienne, déjà le temps de la société est calqué au temps économique, et le temps économique est accéléré et effréné et à très court terme. Et c'est-à-dire que l'individu dans sa journée, il a mille choses à faire et il n'a pas forcément l'occasion ou l'énergie de penser au changement de société ou à se mobiliser, etc. Il cherche à gagner sa vie. Et c'est déjà compliqué à l'heure actuelle de faire ça. Donc, il n'a pas trop de marge de manœuvre. Donc, on a déjà cet aspect-là. Et il y a aussi l'omniprésence de l'incertitude, c'est-à-dire l'incertitude de l'avenir. Est-ce que l'avenir aura lieu? Est-ce que notre société va continuer comme ça? Avec toutes les guerres qu'on voit, en fait, les gens sont dans une peur constante et une incertitude qui fait que quand tu as peur ou quand tu es incertain, bah, tu bouges pas. Tu es immobile. Et c'est ça qui freine toute action. Alors tu dis que c'est l'imaginaire du capitalisme qui s'est imposé à nous, et cet imaginaire puis sa force dans la construction des rapports de pouvoir que nous vivons au quotidien. Cette construction a été réalisée par la domination d'une minorité qui a principalement diffusé son pouvoir par le biais de l'idéologie capitaliste afin de soumettre les autres hommes à ses désirs égoïstes. Mais on a plutôt l'impression qu'en ce moment, tous ceux qui détiennent le pouvoir, ils ont plutôt envie qu'on soit un peu moins nombreux pour peut-être pouvoir rouler à fond avec leur voiture sur les autoroutes, etc. Et leur désir égoïste, on est un peu trop nombreux pour eux, non? Pas sûr que, enfin, je le perçois pas comme ça, puisque quand tu écoutes le gouvernement, il faut un réarmement démographique, etc. Il faut relancer la natalité. Donc, ce que je vois, c'est qu'ils sont plus dans, il faut augmenter la démographie, le nombre de naissances, etc. Euh, mais par contre, ils sont dans la maîtrise des idées qui divergent. Ça, c'est sûr. Ils sont dans la maîtrise des discours alternatifs. Oui, il faut augmenter la natalité, mais par contre, il y a des lois sur la fin de vie qui sont assez folles, quoi. C'est-à-dire, je veux dire, j'ai pas du tout l'impression qu'ils respectent la vie, c'est-à-dire la Mm. vie par elle-même. Donc, qui veut avoir envie de mettre des enfants au monde tout en sachant que quand ils auront passé un certain âge, ils seront pas bienvenus sur la planète. Donc, ça fait poser des questions, hein. C'est quand on parle, enfin, quand on veut faire une politique de relance démographique, il faut s'interroger sur les vraies questions de pourquoi il n'y a pas de croissance aujourd'hui. Et comme tu le dis, c'est bah, la peur du futur. La peur du futur, elle ne donne pas envie de faire des enfants. Donc ça, j'en parle plus loin. Mais toutes ces peurs, bah, ça donne pas confiance en l'avenir et il suffit pas de dire faites des enfants pour que on en fasse. Si on avait le contexte politique et la sérénité pour le faire, oui, peut-être. C'est-à-dire avoir comment dire, des politiques qui soient tournées vers les intérêts communs et la protection de l'environnement et la restauration aussi de l'environnement. Bah, ça aiderait peut-être plus à se projeter que ce qu'on a aujourd'hui. Oui, tu dis qu'il y a une baisse moyenne de 16% des allocations de chômage, avec un recul jamais atteint du nombre de chômeurs indemnisés. Et puis tu dis qu'à l'âge actuel de la retraite, 25% des hommes les plus pauvres sont déjà morts, contre 6% des plus riches, avec un âge légal de départ à 64 ans. Un tiers des plus pauvres seront déjà morts, donc ils vont cotiser toute leur vie pour rien du tout. C'est vrai que ça fait peur, ce monde. La narration dominante nous répète que l'atteinte d'un confort financier est un gage d'accomplissement et que notre capacité à consommer est une preuve de liberté. Oui, tout à fait. Ben, dans notre société, c'est un petit peu.
tant que tu as les moyens et que tu peux consommer et que tu as de l'argent, bah, tu es libre de quoi tu te plains. C'est un peu ce qu'on a vu pendant le Covid, c'était la liberté était circonstancielle de faire des choses. Et ça, c'est problématique parce que c'est pas ça la liberté. C'est pas que la liberté économique, c'est la liberté de penser, c'est la liberté de créer, c'est la liberté de réaliser des projets. Et ça, c'est pas forcément permis parce qu'il y a beaucoup de barrières dans notre société. Oui, dans un chapitre sur l'omniprésence de l'incertitude, c'est sûr qu'on est dans cette incertitude et tu dis que pour combler ce vide, quelque part, eh ben, il y a tous les réseaux sociaux, les jeux vidéo, les réalités virtuelles Mhm. qui empêchent les gens de penser à une autre réalité. Les gens vivent dans un monde virtuel. Bah, certains, en fait, pour fuir ce qui leur correspond pas et en fait, parce qu'ils n'arrivent pas à mettre de mots sur le décalage qu'ils ressentent et le mal-être qu'ils ressentent, vont se réfugier, que ce soit dans le monde virtuel, dans la consommation à outrance, je sais pas, dans le fait de voyager régulièrement pour fuir, en fait, la réalité qu'on nous impose et qui convient pas à l'intérieur de nous-mêmes. Alors, c'est quoi le syndrome de la solastalgie? Alors, la solastalgie, c'est le fait, en fait, d'anticiper intérieurement en nous le fait que la Terre va pas bien et qu'elle est en train d'être détruite. Et c'est une angoisse, en fait, sous-jacente à, à, ce- à cette vision, à cette connaissance sur l'état de la Terre. Tu nous dis que la société actuelle a construit une réalité malade dans laquelle certains individus abdiquent en jouant le rôle qu'on leur a donné, celui du consommateur. Mhm. Voilà, on reste des consommateurs et puis on se contente de ça. C'est déjà pas mal. Mhm. Et il y a un Certains. certain fatalisme. Mhm. Tu dis aussi qu'il y en a certains qui abandonnent leur liberté aux soi-disant experts. Là, c'était ça, là, dans le Covid, là, ces experts en tout, là. Et C'est ça. que l'habitude est la première cause de notre servitude volontaire. Finalement, on n'est pas si mal que ça, hein. Bah non, parce que c'est justement ça, c'est qu'on a un confort relatif et illusoire qui fait que bah, on n'a pas trop de raison de se battre si on est dans le confort. Mais est-ce que le confort, ça suffit pour avoir une vie épanouie? Est-ce que le mal-être qu'on ressent même quand on est dans le confort, parce que on se dit bah il y a peut-être autre chose qui me motiverait ou dont j'aurais besoin dans ma vie, est-ce que ça suffit, le confort, ou est-ce qu'on veut autre chose? Tu dis que la routine aussi est un moyen de résister au changement dans les situations de stress. Il y a cette formule, on a toujours fait comme ça, hein, donc pourquoi ça changerait? Et ça pousse à l'immobilisme, ouais. Un individu anxieux en état d'incertitude se considère comme victime du système, mais pour autant, tu dis que fuir, c'est se voiler la face. Oui, bah, fuir, c'est se voiler de la face dans le sens où, comme leur manière de vivre de ces personnes-là fait qu'ils ont des angoisses face à cette société, bah, ils préfèrent fuir, se voiler la face. Par exemple, il y a le biais cognitif. La dissonance. Ouais, le biais de dissonance, par exemple, qui fait que bah, pour continuer à vivre dans cette société, on se voile la face en se disant oui, je sais que la société est en train de s'effondrer, mais bon, tant pis, il faut que je continue à vivre, à avancer, donc je vais faire ce travail et puis pour l'instant, je fais ce que je peux, quoi. Donc on se voile la face. Tu fais la différence entre le biais cognitif qui correspond à des erreurs de jugement, de raisonnement avec la dissonance cognitive. Oui, c'est ça. Je l'explique dans le livre pour dire que parfois certains en fait ont des erreurs de raisonnement. Euh, C'est-à-dire que parfois on choisit une narration
on choisit de croire en la croissance économique et au fait que ça servirait l'épanouissement collectif. Mais au final, c'est un biais parce qu'on va se tourner que vers les faits qui valident cette théorie. Donc ça, c'est un biais en fait. Mm. Ouais. Deuxième partie, le sens de l'orientation. Comment retourner à soi? Ça, c'est ton deuxième chapitre. Comment retourner à soi, alors? Ah bah, à travers, beaucoup le font à travers la quête de sens, hein, le sens, la finalité, la direction, qu'on doit donner à sa vie. Alors, Est-ce qu'on peut faire une résistance silencieuse? bah, c'est ça en fait, c'est quand soi-même on réfléchit au chemin qu'on veut donner et quand on prend un autre chemin que ce qui nous est destiné parce que on le trouve plus en adéquation avec nous-mêmes, on est déjà en résistance en fait avec l'ordre préétabli et avec la route qu'on nous inculque. Donc, il faut un retour à son intériorité. Tu dis que c'est C'est l'une ça. des clés de voûte de la pensée alternative, du sens et des émotions, face à une pensée rationnelle, froide et détachée. Et je pense il y a cette désobéissance civile aussi, hein, qui est là depuis un certain temps. Oui, tout à fait. Bah, j'en parle justement pour donner cet exemple. En fait, la désobéissance civile, c'est un refus volontaire et ostensible d'appliquer un texte réglementaire pour remplir une obligation légale ou réglementaire, au principe qu'elle viole comment dire, un élément supérieur à ce qui est établi par la loi. Donc, par exemple, il y a le cas de Cédric Héroux qui a aidé des migrants à un moment donné et qui a été condamné par la justice, alors que le fait d'aider des migrants, c'est juste un acte d'humanité, en fait, et que normalement, il n'y a pas lieu à condamner ou punir une personne pour ça. Et ça, c'est un principe qu'il ressentait intrinsèquement en lui. Et donc, c'est pour ça qu'il faut s'écouter soi, parce que s'écouter soi, parfois, ça permet d'aller vers des valeurs solidaires, humaines, écologiques, bien plus primordiales que certains textes de loi ou certaines directives politiques qui évoluent moins vite que les besoins de la société actuelle. On prend également conscience de certains rapports de domination ou de soumission que l'on partageait jusqu'alors collectivement et qui paraissaient normaux jusqu'ici, car non conscientisés. On les voit à travers les mouvements comme MeToo, LGBT machin, Extinction Rébellion et tout ça. Bon, ces mouvements-là, je veux dire, est-ce que c'est pas ça qui va nous apporter le bonheur dans la société? Je dirais même que ça nous, comment dire, ça nous sépare, ça nous divise. Alors moi je le pensais pas comme ça, je l'amenais dans le sens où les mouvements MeToo, ce qui se passe, les mouvements des jeunes par exemple en ce moment contre les gouvernements en place, que ce soit au Maroc, au Népal, tous ces mouvements en fait symbolisent un autre rapport au pouvoir et à la société. Ils veulent dire quelque chose qu'on n'écoutait pas jusqu'alors, c'est-à-dire le droit des femmes, le consentement, le fait de se respecter. C'est comme si une voix se levait face à un système qui a trop perduré à l'encontre de certaines minorités et maintenant ces minorités refusent ça et agissent contre ça. Et tu vois, dans MeToo, maintenant, les hommes se plaignent de plus pouvoir du tout approcher les femmes. Ils osent plus leur parler, les toucher, c'est-à-dire ça a vraiment fait une ségrégation parce que le moindre truc, ils vont être accusés de viol ou d'attouchement. C'est-à-dire que ça a vraiment fait du mal aussi, je pense, à la société. C'était pas le tout de dénoncer. Mais maintenant, plus personne n'ose approcher enfin, ça devient très, très compliqué parce que le moindre truc, ils peuvent 20 ans après être accusés d'avoir fait je ne sais quoi. Donc il y a quand même un revers de la médaille. En fait, ça a créé un décalage par rapport à ce qui existait à l'heure actuelle, c'est-à-dire la domination masculine et les torts masculins.
Et MeToo est allé contre ça. Et forcément, quand on va contre des valeurs ou un socle établi en place, il y a un déplacement qui doit s'opérer pour retrouver un juste milieu. C'est pour ça que c'est totalement compréhensible que certains hommes aujourd'hui ne savent plus où se placer, mais il y aura un temps d'adaptation et de redéfinition de ce qui est OK pour tout le monde, pour les femmes et les hommes, pour ce qui est bien et ce qui est mal, pour ce qui est justifié et ce qui ne l'est pas. Dans tout ce qui se passe, il y a toujours des abus, mais là, je pense que vraiment, on est dans une zone de calibrage. Et forcément, il y a des dérives qui s'opèrent, il y en a qui en profitent, mais le mouvement en lui-même est très pur et honorable et il a fait du bien à beaucoup de femmes, à la parole qui s'est libérée de femmes qui ont subi des abus, etc., qui n'osaient pas parler, et d'hommes aussi qui ont subi des abus et qui ont libéré leur parole. Donc, il y a eu énormément de bienfaits et là, on est dans une phase de calibrage. C'est comme ça que la société fonctionne. Oui, sauf qu'on n'a jamais vu tant de gens seuls. Parce que Oui, je pardon? veux dire, on n'a jamais vu tant de gens seuls. C'est-à-dire, il n'y a plus de couples qui se forment, les gens, enfin, je veux Ah dire, oui, mais c'est pas c'est- que ça, c'est parce que enfin, il y il y a a quand tellement même, de causes à ça. il y a quand même des. Je veux dire, c'est une société très bizarre. Bon, alors, pour aller vers le bonheur, on peut aussi aller faire des bains de forêt, on peut aller faire des câlins aux arbres, etc. Donc, il y a ce côté aussi contraire où on essaye de se rebrancher sur la nature. Oui, c'est ça. Il y a beaucoup de gens qui se retournent à la nature, en fait, parce que le sens appelle à ça. Et la nature, en tant que telle, elle donne du sens. Elle parle un langage cohérent à nos cellules, à notre corps. Et en fait, on voit aussi que ça abaisse le niveau d'angoisse qu'on a en nous-mêmes face à l'incertitude, que ce soit la contemplation d'un paysage où le fait de se trouver dans la nature, c'est apaisant et ça a été prouvé par les sciences. Donc ça réduit les angoisses existentielles. Il y a un chapitre sur la spiritualité, donc tu parles aussi, à l'instar du greenwashing, on assiste à un phénomène qu'on pourra appeler le spiritual washing, en tant que nouvelle récupération par le système économique de pratiques spirituelles qui avaient vocation à s'en extraire. C'est, on tourne en rond quand même, je veux dire, comment sortir de ça, de tout ça? Eh ben, il faudrait justement que la rationalité, comme je disais en introduction, elle ne soit pas au-dessus du sens, mais qu'elle soit là pour servir le sens. Et que ce soit le sens commun, le sens des intérêts communs, ou le sens de l'épanouissement individuel. Puisque là, tout ce qui est fait, que ce soit aller vers la nature, donc intégrer la nature dans les entreprises, intégrer le fait que les gens vont vers la spiritualité, en fait, c'est très bien, c'est un bon indicateur. Mais le problème, c'est que c'est toujours récupéré par le système économique pour faire de l'argent et pour utiliser les gens. Et le but, ce serait pas ça, ce serait que ça devienne en fait le socle de l'économie et non pas une catégorie de l'économie. Dans un chapitre, tu parles de l'évolution naturelle avec un point d'interrogation. Tout comme le questionnement autour du but de notre existence, on peut légitimement se demander si notre évolution collective a une direction tracée. Est-il marqué dans nos gènes que nous devons détruire notre espèce et la Terre? Après tout, ouais, pourquoi pas? Peut-être que c'est comme ça. Alors, du coup, ce que j'ai essayé de dire, c'est que il y a Jared Diamond, qui est un scientifique qui a étudié l'effondrement des civilisations. Et lui, il disait que la cause de l'effondrement, des civilisations, c'est que parfois elles ne savent pas quelles valeurs abandonner et vers lesquelles se tourner. Et en fait, nous, notre évolution naturelle, comme on l'a vu pendant le Covid ou comme on le voit avec la quête de sens aujourd'hui, c'est d'aller vers des valeurs du sens, solidarité, écologie, épanouissement, comme je l'ai dit précédemment. Et du coup, ça apparaît comme naturel puisque on est allé vers ces valeurs quand on a traversé une crise.
Donc, quand on a traversé une crise, le besoin principal, ça a été de se prémunir, de la sécurité, la protection. Et ensuite, qu'est-ce qui est venu juste après? Le besoin de sens. Ça veut dire, et de construire une autre société. Ça veut dire que on a vraiment un élan intérieur, un peu comme naturel, qui nous pousse à aller vers autre chose, vers une autre évolution pour la société. Et du coup, c'est ce que j'essaye de signifier dans le livre, c'est que en abandonnant, par exemple, les valeurs du capitalisme, eh ben, on arrivera à faire cette évolution. Oui, ce processus de transformation de la société, ça sera fait par des minorités actives, c'est-à-dire par un groupe qui expose ouvertement ses divergences et qui propose d'autres normes. Il faut une petite partie, hein, il faut pour que ça bascule, il faut que ce soit une toute petite partie. Oui, et puis même aujourd'hui, on n'est même plus une petite partie, c'est juste que on a moins de moyens qu'une minorité qui veut pas que les choses changent en fait. Mais comme on le voit dans certains pays récemment, si la masse se mobilise, on arrive à faire changer les choses. Au Népal, c'est les jeunes qui ont fait basculer le gouvernement. Alors, mesure gardée de la violence qui n'est pas requise. Mais ce qu'ils ont fait de positif, c'est qu'ils ont mis une première ministre à la tête de leur gouvernement qui était contre la corruption. Donc ils sont allés trouver des valeurs plus pures, on va dire, que celles qui étaient présentes. Et ça, c'est les citoyens qui l'ont réalisé en se mobilisant face à des élites qui ne voulaient pas que les choses changent. Espérons que ça dure. Dans le livre sur les créatifs culturels, on apprend également que ces personnes n'ont pas la conscience d'exister, elles sont conscientes de se marginaliser en faisant ainsi, mais ignorent qu'elles ne sont pas isolées, mais représentent au contraire une proportion de la population qui ferait pâlir d'envie bien des leaders politiques. Moi, je pense qu'il y a quand même pas mal de gens qui sont éveillés. Oui, dans le livre, je parle d'éveil. Alors, l'éveil, on en parle beaucoup dans le domaine spirituel, mais là, je parle plutôt d'un éveil des consciences qui correspond à des prises de conscience de notre rapport inné à une autre réalité, donc celle qui est en accord avec nous-mêmes, donc notre sens interne, et en accord avec notre environnement extérieur, donc la nature. Il y a beaucoup de gens qui se sentent connectés à ça aujourd'hui. Dit unifié plutôt que divisé, mais bon, on n'est que dans un monde de division, hein, ça c'est sûr. Tout à fait. À l'heure actuelle, oui. Mais aujourd'hui, il y a une recrudescence des valeurs féminines, c'est vrai, hein, c'est vrai, mais il faudrait pas non plus que la femme, elle se sente, elle prenne la place de l'homme. Voilà, c'est-à-dire, il faudrait pas que ça s'inverse, quoi, parce que ça serait pas mieux, hein. Oui, tout à fait, c'est ce que je dis. En fait, au début, on a une domination du masculin. Ensuite, tu as le féminin qui essaie de se surélever et d'être sur la même place. Et forcément, tu as un écart qui se creuse. Ce qu'il faut, c'est aligner les deux. Il faudrait une déprogrammation mentale pour se libérer des pensées limitantes qui bloquent un développement sain, puis les remplacer par des croyances dynamisantes. Ça va être difficile, ça, hein, de déprogrammer. Oui, c'est sûr. En ce sens-là, c'est ce que je disais par rapport à l'abandon, enfin comment dire, la conscientisation du fait qu'on doit abandonner le fonctionnement sociétal tel qu'il est, le modèle économique tel qu'il est, donc lâcher des croyances limitantes qui sont la croissance, ça marche et on continue comme ça. Et seulement quand on abandonnera ça, on sera capable de dire qu'est-ce qu'on met ensuite comment penser la suite. Tu parles de Hegel, un philosophe allemand, qui disait que le but final que poursuit l'humanité est celui d'une marche de l'esprit pour parvenir à la pleine conscience de lui-même, pour rendre enfin le monde adéquat à sa volonté. Moi, j'ai pas vraiment l'impression que des gens essayent d'avoir une marche de l'esprit pour parvenir à la pleine conscience, pour rendre le monde adéquat à leur volonté. Est-ce qu'ils veulent quelque chose, les gens? C'est ça. On va déjà savoir ce qu'ils veulent. Oui, alors c'est plutôt quelque chose qui se fait de manière générale et inconsciente. Moi, je reprends la phrase d'Hegel pour dire que je ne pense pas que ce soit
une marche de l'esprit pour rendre le monde adéquat à notre volonté, mais plutôt c'est une marche de l'esprit pour être pleinement conscient de nous-mêmes et pour être en accord avec le monde par le sens et non pas le rendre adéquat à notre volonté. Dans ta troisième partie, tu fais une société reconnectée hein, avec la conscience du tout, c'est-à-dire que déjà, si on a conscience qu'on fait partie d'un grand tout, ça change tout. Mhm. On est d'accord? Oui. Et tu dis qu'en effet, certains principes de la physique quantique suggèrent que l'univers est interconnecté et non localisé. Le phénomène appelé l'intrication, par exemple, montre une connexion instantanée. Voilà, donc faudrait être plus intriqué, mais bon, est-ce que tu as l'impression que les trois quarts des gens qui sont autour de toi ont conscience de ça? Euh, Conscience, pas forcément, mais les convictions et les valeurs qui vont dans ce sens, oui. Par exemple, quand tu veux être plus écologique ou quand tu veux plus respecter la nature, bah inconsciemment, pourquoi tu veux ça? Parce que tu sais que tu vis sur une terre et que si la terre t'en prend pas soin, eh ben, tu vas t'éteindre en même temps qu'elle. Donc c'est des choses un petit peu inconscientes. Après la conscience du tout, moi c'est pour faire le lien avec le sens. C'est quand on pense le sens, quand on revient à soi, on revient naturellement à notre environnement extérieur, à ce qu'il y a autour de nous. Pourquoi tu dis que bien souvent les théories qui visent à donner plus de place à la nature sont jugées comme anti-humanistes? Oui, bah les critiques qu'on entend quand on dit, par exemple, il y a eu la mode de la deep écologie, donc l'écologie profonde. Quand on dit ça, c'est ah bah en fait on veut éradiquer les humains et faire primer les autres espèces et la nature. Non, c'est pas ça. En fait, remettre la nature au premier plan, bah, ça nous permettra de durer nous en tant que civilisation, puisque pour rappel, c'est notre environnement direct. Et si notre environnement direct, on lui fait du mal, on n'en prend pas soin. Eh ben, on pourra plus se nourrir, on pourra plus vivre. Donc c'est en fait, c'est du bon sens et c'est ce que je nomme le sens écologique, qui est décrit par Sébastien Boller également, et le sens de la réciprocité. Ce qu'on fait à l'autre, on le fait aussi à soi. Ben, c'est le bon sens paysan aussi, hein. La Mhm. nature n'a pas besoin de l'homme alors que l'homme a besoin de la nature. C'est ça. Même s'il n'y a plus d'hommes, la nature continuera. Une conscience élargie du temps, important aussi d'avoir le temps que les ressources se renouvellent, parce que je veux dire, il y a des aberrations partout, Mhm. presque dans la culture et tout. Principe de responsabilité, c'était qui ça, historien allemand? Hans Jonas, ouais. Ouais. Pour les générations futures et pas seulement limité à une existence individuelle. Mhm. Oui, il avait déjà émis ce principe qu'il fallait pas seulement penser à la génération présente, mais anticiper pour le futur. Et bon, ce principe a été un peu oublié, mais il faudrait remettre cette éthique au goût du jour. Et elle pourrait être au cœur en fait d'une vraie gouvernance au service des intérêts communs. Oui, l'intérêt, comme dit Roland Gori, dans son approche psychanalytique de l'effondrement sociétal, il avance la nécessité de reconnaissance et de remémoration de notre passé. Parce qu'on a quand même une mémoire assez courte, hein. Tout à fait. S'autoriser à critiquer notre société et de légitimer cette capacité de critique comme une condition d'existence de cette dernière. Oui, s'autoriser déjà à avoir le droit de parler. Mhm. C'est pas Oui. toujours le cas. Ça, c'est très important, s'autoriser à parler, à être critique de la politique qui est menée. Parce qu'en fait, si on n'a pas le droit de critiquer ou de revenir sur ce qu'on dit à un état initial, c'est qu'on ne s'autorise pas à regarder la réalité en face et les résultats et comment dire, à réorienter ce qui ne va pas. Et il faut, dans notre nouvelle société, vraiment être alerte et mettre, je sais pas, ça comme une loi ou un principe essentiel qu'on s'autorise à critiquer ce qu'on fait de manière neutre, avec des scientifiques, avec des citoyens. Il faut qu'on en parle, en fait.
Il faut pas qu'on se dise le pouvoir est aux mains des experts politiques, c'est eux qui choisissent, ils ont forcément la science infuse. Non, c'est la société et les citoyens savent. Ça, pour s'autoriser, on s'autorise, mais quelquefois, on n'en a pas le droit, donc ça peut mal se terminer. Donc, l'autorisation, on se la donne pour la plupart, les lanceurs d'alerte, etc. Mais après, ça peut mal se passer pour eux. Alors, qu'est-ce que tu penses du catastrophisme éclairé de Jean-Pierre Dupuy, polytechnicien et philosophe? Qu'est-ce que c'est que ce catastrophisme éclairé? Mais en fait, c'est le fait de dire que les catastrophes vont arriver. On va être confronté à une crise climatique qui est déjà présente, mais ça va être encore pire plus tard. Et il faut éviter de tomber dans le fatalisme de bon bah c'est foutu, notre société est finie. Il faut plutôt avoir en tête des solutions et agir en anticipant. Et si on reste immobilisé par la peur, bah forcément, on n'agira pas. Il faut avoir l'espoir qu'on peut résoudre ces problèmes et y réfléchir tant qu'on peut, tant qu'on n'est pas encore embourbé dedans. Je pense qu'ils s'en sortiront mieux dans les campagnes que dans les villes, hein, ça c'est sûr. Ah bah, oui, on est moins résilient en ville que dans les campagnes. Mm. Est-ce qu'il y aura un temps de l'épanouissement? Alors, le temps de l'épanouissement, donc je dis d'une part que pour la société du sens, il faudrait un temps long politique et économique, mais il faut également un temps autre pour l'épanouissement individuel, c'est-à-dire que les gens, bah, dans leur journée, comme je disais tout à l'heure, ils font des to-do list, ils font plein de tâches, ils courent partout et ils n'ont pas vraiment le temps de réfléchir à eux-mêmes, de réfléchir à leur bien-être, de réfléchir à ce qu'il leur faudrait. Ils n'ont pas le temps de réaliser des tâches oisives et futiles qui développent pourtant la créativité et qui permettent de s'écouter et de relâcher le cerveau aussi. Ça permet d'être détendu et donc au niveau de la santé mentale, ça fait beaucoup de bien. Et ça, il faudrait s'autoriser à le faire. Et dans notre société, c'est pas du tout valorisé de prendre le temps. C'est même dénigré, en fait, d'avoir du temps libre, de prendre des vacances. Encore dans certains domaines professionnels, c'est mal vu. Mm. Alors, ça provoque de la souffrance, tout ça. Or, la souffrance, c'est ce qui nous permet de prendre du recul. Quand cette souffrance se répète, il est sain de rechercher en nous ce qui nous attire vers elle. Pourquoi ne pas trouver ce qui nous retient de faire ce que l'on veut? Qu'est-ce qui nous empêche d'avoir le courage de changer notre vie? Et tu dis notre blessure égotique, le fait de vouloir tout contrôler, le manque d'estime de soi, le besoin de reconnaissance, le fait de vouloir satisfaire des besoins immédiats et créer de toutes pièces, le fait de ne pas savoir ce que nous serions sans le règne de la consommation et de l'argent. Tu penses que c'est notre égoïsme qui fait qu'on ne change pas? Non, j'ai pas dit égoïsme, c'est une blessure en fait de l'ego qu'on nous a inculqué dans notre société de la concurrence suprême qui valorise pas bah, justement comment dire la solidarité, etc. Et donc beaucoup d'individus sont blessés, ils veulent tout contrôler, ils ont peu d'estime d'eux, ils ont un besoin de reconnaissance. Et ça, parfois, ça nous empêche d'avancer. Ayons le courage du renoncement, comme tu dis, oui, Mm. il va falloir renoncer, construire l'espoir face à la peur. Donc, un seul conseil que tu donnes à la fin de ton livre, c'est de retrouver notre humanité. Oui, bah, retrouver le sens, notre humanité et surtout commencer à l'échelle individuelle et aller vers ce qui vous fait vibrer et ne pas se laisser décourager et ne pas se laisser bercer par l'habitude et le fait et un certain fatalisme. Il faut continuer à y croire. C'est ce que je disais, euh, plutôt l'espoir face à la peur. Il faut espérer pour avancer, parce que si on a peur, on ne fait rien et on n'engage rien. Je suis d'accord avec toi.
Mm. Je suis d'accord avec toi, je pense que de toute façon, bah, de toute façon, on n'a pas le choix, hein, parce que si on pense que tout est foutu, c'est mort. Donc il faut garder l'espoir et, et penser une société différente. Alors ton livre s'appelle Retour au sens, une évolution sociétale naturelle. C'est publié chez Libri Nova, c'est-à-dire que c'est un livre en numérique ou en papier, là, où tu as les deux. Il est deux, tout à fait. Et comment on fait pour te joindre, Sarah Marguerite? Alors, j'ai un Instagram, donc ça s'appelle Coach Essence, donc ça s'écrit comme ça se dit, tiré du 8 SM. Donc voilà, j'ai mon Insta, et puis après, j'ai ma fiche sur LibriNova. Ok. Il y a quelque chose que tu voudrais dire pour terminer? Bah, je voudrais remercier déjà le fait que tu m'aies accordé du temps pour cet échange. Et puis, j'espère qu'un message passera pour les gens, voilà, qui sont peut-être dans l'anxiété, dans un mal-être. Si ce livre ou l'interview d'aujourd'hui peuvent un petit peu leur donner de l'espoir ou Ouais. voilà, les relancer une dynamique, bah, j'en serais très heureuse parce que c'est mon but à travers ce livre. Voilà. Et puis en note, en fin de livre, ça va donner de l'espoir aussi en France en 2023. Les 10% les plus riches détiennent plus de la moitié des richesses nationales, quand les 50% les plus pauvres se partagent moins de 10% de ces richesses. Selon Oxfam, les inégalités sociales ont reculé entre 1970 et la fin des années 90. Mais depuis 30 ans, elles oscillent et augmentent pour revenir au niveau d'inégalité des années 80. Ce qui est bien dans ça, c'est que ça a quand même, ça avait quand même reculé, c'est-à-dire qu'il y avait Mm, eu un recul sur les inégalités. Donc ça peut se faire. tout à fait. On conclut là-dessus. Ouais, avec Ça fait plaisir. 30 ans que ça va pas, donc ça s'arrête et on va repartir en marche arrière. Oui, tout est cyclique, donc espérons, Ouais, rien ne dure. c'est ça. Merci beaucoup, Sarah Marguerite. Merci. Bah, merci beaucoup, Joël.